Bonjour et bienvenue au webinaire aujourd'hui. Euh, Bienvenue aux participants. J'allais demander si vous pouvez, au niveau des participants, vous présenter avec votre email et le pays que vous représentez sur le chat. J'ai déjà commencé un chat box avec ça. Je voulais également me présenter. Donc, c'est Farah Banji. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la coordinatrice technique du réseau francophone à Africa Healthcare Federation. Mon but est vraiment d'être le contact pour tous les membres francophones de la fédération ou les non-membres également, en fait. Nous avons également avec nous Mathieu Lamiot de Boston Consulting Group. Bienvenue, Mathieu. Bonjour. Mathieu, je vous laisse 1 ou 2 minutes pour vous présenter. Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Donc, Mathieu Lamiot, directeur associé senior au Boston Consulting Group. Je m'occupe de toutes nos activités santé publique en Afrique et en Europe. Et je passe une très grande partie de mon temps, alors un petit peu moins avec le confinement, comme vous pouvez l'imaginer, mais entre notre bureau de Nairobi et notre bureau de Johannesburg. D'accord, très bien. Bienvenue. Pour Merci. donner un peu un contexte, en fait, nous avons eu un webinaire la semaine dernière et Mathieu était un panéliste qui a fait sa présentation en anglais et j'ai trouvé sa présentation très, très intéressante et c'est la raison pour laquelle nous avons créé en fait ce webinaire pour le groupe francophone en fait. Donc voilà au niveau contexte. Can we have the next slide, please? Au niveau du programme, donc tout d'abord, je voulais juste discuter de l'équipe et ce que nous essayons d'accomplir. Ensuite, Mathieu va faire sa présentation sur les perspectives sur la réponse de la santé et la préparation des hôpitaux. Et ensuite, bien sûr, nous aurons des questions et des réponses. Donc, nous allons garder à peu près 25 minutes. Pour les participants, si vous pouvez utiliser le chat en bas où il y a écrit Q&A pour écrire toutes vos questions et nous allons essayer de faire le maximum pour répondre à toutes les questions d'ici la fin de la présentation. Alors, comme vous le savez, nous sommes tout de suite dans une situation de grande opportunité pour le système privé et c'est vraiment le moment tout de suite pour le système privé de se manifester et d'agir. Donc, nous avons mis en place une équipe qui s'appelle le Strike Team. Comme vous pouvez voir, dans l'équipe, nous avons une équipe exécutive qui consiste du président Amit Thakur et de 2 vice-présidents, Morgan Chetty et Nicole Cooper. Nous avons également une équipe de siège qui est dirigée par Barbara O'Hanlon avec Pooja Tank. Nous avons également Cherish. Nous avons Christine qui nous aide avec le support technique. Irène qui nous aide avec le social media et bien sûr moi-même. Next slide, please. Le but de l'équipe, en fait, est de fournir des informations et des outils nécessaires pour vous préparer pour la pandémie, en fait. Donc, nous avons besoin d'identifier et de cadrer les problèmes. Nous vous avons envoyé un email la semaine dernière avec des questionnaires dont nous avons vraiment besoin des réponses. Nous voulons établir des communications virtuelles à travers les webinaires, par exemple comme aujourd'hui, et nous allons essayer de planifier des webinaires pratiquement toutes les semaines, si possible, pendant la crise. Nous allons également créer une structure de communication, donc ça va être avec moi. Ensuite, nous allons mettre à disposition des outils et des données à temps réel, et ceci sera fait sur un site web que nous sommes en train de créer. Donc, toutes les informations seront mises sur le site web. Nous allons également animer des séances de stratégie et également mobiliser des experts comme aujourd'hui avec Mathieu. Par contre, j'ai besoin de votre aide. Alors, Cherish, can I have the next slide, please? J'ai vraiment besoin de votre aide parce qu'il me faut vraiment les questionnaires que je vous ai envoyés la semaine dernière. J'ai renvoyé un autre email hier. Si vous pourriez me le renvoyer avec les réponses, ça va nous aider à voir en fait les besoins de tous les pays francophones. Si vous avez également des contacts des membres dans votre CA, dans votre conseil d'administration, que vous voulez que nous rajoutions dans notre liste, vous pouvez également me les envoyer. S'il y a certains pays qui ont déjà créé des documents de ressources, de formation et qui marchent bien, nous aimerions en fait les partager avec les autres pays
Donc, si vous pourriez les partager avec nous, nous allons pouvoir les mettre sur le site web. Également, s'il y a des sujets très spécifiques pour des webinaires ou des experts dont vous aimeriez entendre, pareil, si vous avez mon email qui est ici, si vous pourrez m'envoyer toutes ces informations pour que je puisse mettre ça, créer des webinaires et également mettre des informations sur le web. Donc là, je pense que vous avez une bonne idée de notre équipe et de notre rôle. Je crois qu'on peut passer à Mathieu pour la présentation. Next slide, Cherche. Donc Mathieu, je vous laisse le micro. Merci beaucoup. Donc, ce que je vais faire avec vous, c'est partager un certain nombre de leçons de ce que l'on a pu apprendre dans cette lutte contre le Covid. Donc, comme vous le savez, qui a démarré en Chine, qui est arrivé ensuite en Europe et des pays comme la France ont été touchés relativement tôt. Vous pouvez l'entendre à ma voix, je suis français basé à Paris une bonne partie de mon temps et donc j'ai pu travailler avec le gouvernement français, avec les hôpitaux de Paris pour préparer les premiers éléments de réponse face à la menace que constituait le Covid. Et beaucoup de mes collègues l'ont fait dans d'autres pays. On l'a fait beaucoup aux États-Unis, on l'a fait beaucoup en Europe du Nord, en Europe centrale, en Italie aussi, et puis plus récemment avec un certain nombre de gouvernements africains. Et donc, c'est un peu ces leçons que je voudrais partager avec vous. Alors, je vais le faire en toute humilité. Tout d'abord, je ne suis pas médecin de formation et je n'ai jamais été en première ligne. Deuxièmement, la particularité de Covid, c'est que on en apprend tous les jours et qu'il y a encore à ce stade, j'ai envie de dire, plus d'inconnus que de réponses. Et si l'on prend la slide que vous avez en face de vous, je pense que personne n'aurait anticipé que ces cas se développent aussi vite et surtout que les courbes soient aussi différentes les unes des autres en nombre de cas, mais aussi en forme, ce qui est important. Alors, c'est important de souligner que c'est une échelle logarithmique sur la partie des Y et donc chaque cran, vous multipliez par 10. Hein, il n'y a pas de doublement. Donc, ce qui montre l'envolée de ces chiffres. Ce qui est important sur les chiffres, quand on parle des nombres de cas, c'est qu'aujourd'hui, la notion de cas confirmé ne donne en aucun cas une idée précise de ce qu'est la maladie, puisque bien évidemment, c'est lié au nombre de tests que l'on fait. Et donc, on a des pays qui testent plus, donc qui identifient beaucoup plus de cas, des pays qui ne testent que les gens qui arrivent à l'hôpital ou les gens qui présentent des symptômes graves. Et donc, dans ce cas-là, on a plutôt tendance à sous-estimer le nombre de cas, alors que si on imaginait, ce qui n'existe pas aujourd'hui, des tests systématiques, tester l'entièreté de la population, on aurait une vision beaucoup plus proche de la réalité. Et donc, ce qui va nous intéresser ici, c'est beaucoup plus la forme de la courbe et l'évolution de chacune de ces courbes plutôt que les courbes les unes par rapport aux autres, puisqu'à nouveau, on a un peu des pommes et des oranges sur cette slide. Et on peut passer à la slide suivante. Move to the next slide, please. On voit bien si on prend un subset de pays, et donc là on a pris les pays d'Afrique de l'Est, et vous voyez la même chose en Afrique de l'Est, avec des évolutions et des courbes qui n'ont strictement rien à voir les unes avec les autres. Une croissance continue au Kenya, une envolée en Tanzanie un peu plus récente. Moi, la courbe qui m'étonne le plus, c'est celle de l'Ouganda, avec plus aucun cas au cours des 20 derniers jours. Donc, ce qui est assez étonnant. Donc, à nouveau, pour moi, les nombres de cas confirmés par pays ne doivent pas être perçus comme un reflet complet de la réalité de la maladie. Je pense qu'il est important de distinguer, et donc pour vous qui travaillez dans les hôpitaux, je pense qu'il va être beaucoup plus intéressant, c'est le nombre de cas qui nécessitent de la réanimation, donc le nombre de cas avec des complications. Et en fait, ce qu'on a beaucoup suivi dans pas mal de pays, c'est bien évidemment le nombre de décès, mais aussi le nombre d'admissions en réanimation,
le nombre de patients avec des symptômes et des complications versus le nombre de patients détectés versus le nombre de patients suspectés. Alors, on n'est pas obligé de suivre tout ça, mais quand on fait les modèles épidémiologiques, ce qui est très important, c'est de suivre ce que l'on peut imaginer sur le nombre de cas qui vont nécessiter des réanimations, puisque ce sont ces cas-là qui peuvent engorger le système de santé et faire imploser le système de santé, ce qui est la plus grande crainte. J'y reviendrai tout à l'heure. If we can move to the next slide. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde le nombre de cas en Afrique par rapport au nombre de cas dans le reste du monde, moi, personnellement, ça me laisse perplexe. Il y a 3 semaines de ça, on avait annoncé une catastrophe et un cataclysme à prévoir en Afrique. Quelques dizaines de jours plus tard, voyant toujours un nombre de cas relativement faible, y compris dans les pays dans lesquels on a un système de santé qui permet de mesurer le nombre de cas, on a commencé à se dire oui, mais la pyramide des âges est différente, on a une population qui est beaucoup plus jeune, peut-être que la température fait une différence, à contrario, on se dit, mais enfin, on a aussi une population immunodéprimée dans certains pays qui est beaucoup plus importante, si on prend l'exemple de l'Afrique du Sud. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, les chiffres qui nous reviennent d'Afrique sont très surprenants. Alors c'est plutôt donc c'est une bonne nouvelle, mais sont surprenants par rapport à ce que l'on aurait pu attendre. Mais je dois quand même avouer que pour moi, il y a aussi beaucoup de questions quant à la véracité de ces chiffres. Et je discutais avec les autorités nigérianes récemment, qui disaient qu'effectivement, pour l'instant, il y avait peu de cas, mais qu'on assistait là à un décollage des cas. Le chiffre que je citais la semaine dernière, je ne sais pas s'il est encore vrai aujourd'hui, mais c'est qu'en début de semaine dernière, il y avait 5000 tests disponibles au Nigeria. Enfin, on faisait 5000 tests par jour pour une population de 190 millions d'habitants. Bien évidemment, si on considère que les cas confirmés sont uniquement ceux qui ont été testés, on a forcément un décalage entre la réalité et les chiffres que l'on peut reporter. Je ne vais pas passer plus de temps sur ces chiffres-là. Il y a beaucoup de tableaux de bord, que ce soit Johns Hopkins ou bien évidemment le site de l'OMS qui vous donne énormément d'indications sur ces chiffres et je suis sûr que vous les suivez avec beaucoup d'attention tous les jours. Je voudrais plutôt passer, move to the next slide, pour vous parler des différentes réponses qui peuvent être mises en place. Et je vais volontairement démarrer d'une réponse à un niveau national ou à un niveau d'État pour les pays à structure fédérale, pour ensuite descendre dans la réalité sanitaire et de ce que ça veut dire pour un hôpital. Nous, on distingue plusieurs étapes. Une première étape de scénario épidémiologique, et je reviendrai sur ce que l'on entend par là. Une deuxième étape de réponse médicale, donc l'adaptation de la capacité de traitement médical et la capacité d'identifier les cas et d'avoir les bonnes ressources. Et enfin, l'impact économique et social pour un pays que l'on peut ensuite décliner par secteur d'activité. Et tout ça sous un certain nombre de politiques gouvernementales, à la fois des politiques sociales, hein, que ce soit autour du confinement, sur les restrictions sociales, sur les restrictions de voyage, mais aussi tous les éléments économiques qui sont extrêmement importants, que ce soit le financement de la réponse médicale, mais le financement de la réponse économique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que pour gérer la crise, on doit faire face à au moins 3 impératifs. Il y a un impératif sanitaire, bien évidemment, hein, qui est la réponse médicale à une crise. Mais on sait que cette réponse n'est pas uniquement médicale, elle passe par des mesures type confinement qui en fait amènent à un impératif social autour de l'acceptation du confinement. Alors j'ai envie de dire dans les pays les plus riches, qui est l'acceptation de est-ce que je peux accepter d'être confiné chez moi, mais dans des pays plus pauvres, c'est est-ce que je peux être confiné chez moi alors que j'ai besoin d'aller travailler et que je travaille dans le secteur informel et que si je ne vais pas travailler, je n'aurai pas d'argent et qu'il n'y aura pas d'aide sociale. Donc cette acceptation sociale du confinement est extrêmement importante. Il y a aussi l'acceptation sociale du nombre de morts, parce que
vous verrez dans ma présentation, mais on peut contenir la maladie, l'élimination de la maladie jusqu'à ce qu'on ait soit les traitements efficaces, soit les vaccins, est assez illusoire. Et donc, on va devoir jouer avec un nombre de morts qu'il va falloir accepter ou ne pas accepter. Et puis enfin, un impératif économique. Hein. Quand on fait un confinement, l'économie est à l'arrêt. Et donc, financer une réponse sanitaire ou une aide sociale quand les entreprises ne travaillent plus, c'est très compliqué. Et donc, tous les gouvernements aujourd'hui essaient de jouer sur ces trois dimensions et de faire au mieux en espérant que le curseur sera mis au bon endroit. Ce qui explique notamment pourquoi certains gouvernements sont partis sur une stratégie, puis en ont changé. Je pense notamment au Royaume-Uni, où les réponses un petit peu de normand que l'on peut avoir en France aujourd'hui, où on dit, ben voilà, on aura un déconfinement le 11 mai, mais peut-être pas tout de suite, mais probablement par secteur d'activité et peut-être par région, parce qu'à la fois, on est incapable de tout prévoir, c'est le premier élément. Et deuxième élément, on s'interroge beaucoup sur ce qui va se passer et la réaction au confinement, l'acceptation sociale et puis l'impact économique. Et pour pouvoir faire tout ça, j'ai passé un petit peu de temps, mais c'est important parce que la première étape de scénario épidémiologique, vous pourriez vous dire, mais est-ce que j'ai vraiment le temps de faire des scénarios alors que l'on voit la vague arriver et que mes urgences sont déjà remplies de patients? Eh bien, en fait, oui. C'est extrêmement important de comprendre à quoi va ressembler la vague. Et j'ai envie de dire, c'est probablement encore plus important aujourd'hui en Afrique quand on voit que les premiers chiffres qui sont reportés sont tellement contre-intuitifs. Si on ne fait pas une bonne modélisation, on pourrait se dire, oh ben, en fait, on va être épargné par la vague. J'ai beaucoup de mal à y croire. Et donc, être capable de faire fonctionner des scénarios qui vont nous donner une idée du nombre de cas probables et donc en fonction du R0, en fonction de l'efficacité du confinement, en fonction de l'efficacité du traçage et en fonction de tous ces éléments-là, un certain nombre de sociétés, de gouvernements sont capables de faire ce type de modeling. On le fait aujourd'hui, nous, BCG, pour le gouvernement marocain. On le fait aussi au Nigeria, dans l'état de Lagos, pour essayer de comprendre donc, la modélisation au niveau du pays. Qui est un premier point qui est important. On peut aussi faire des modélisations au niveau de l'hôpital. En fait, quand on a commencé, je parlais de la PHP tout à l'heure à Paris, quand on a commencé à travailler avec la PHP, la première question la première problématique qu'ils ont eue, c'est qu'ils se sont rendus compte que le SAMU le week-end n'était pas capable de répondre aux appels et qu'il y avait jusqu'à 2 heures d'attente pour des gens. Quand on appelle le SAMU, en général, on espère une réponse dans les 90 secondes. On n'avait juste pas prévu suffisamment de personnes au téléphone. Ensuite, on n'avait pas suffisamment prévu de véhicules pour transporter les patients. On n'avait pas prévu suffisamment de personnes à l'accueil. On n'avait pas prévu suffisamment de lits de réanimation. Et donc, quand il a fallu pousser les murs pour refaire des lits de réanimation, tout ça se prépare et se modélise. Et ce que disait Martin Hirsch au départ, c'est qu'on était capable de modéliser à 2 ou 3 jours. Mais il disait 2 ou 3 jours, ça fait une énorme différence parce que ça permet d'avoir le staff au bon moment, au bon endroit. Ça permet de savoir à peu près de combien de patients vont probablement arriver aux urgences, de combien de lits on aura besoin. Alors aujourd'hui, on prévoit un petit peu plus. Ça a permis notamment, par exemple, au gouvernement français et aux autorités sanitaires de dire on ne va pas pouvoir traiter les patients qui vont arriver dans les hôpitaux parisiens ou dans les hôpitaux de l'Est de la France. Et donc, il va falloir que l'on envoie ces patients dans d'autres endroits en France. Donc, on les envoyait dans le sud-ouest, on les envoyait en Bretagne, etc. Voire dans d'autres pays. Il y a des patients du Grand Est qui ont été admis en Allemagne, qui ont été admis en Suisse, qui ont été admis en Autriche. Et ça, bien évidemment, il faut le modéliser avant parce que vous ne dites pas j'ai un patient en réanimation, je ne peux pas l'accueillir, je le mets dans un train ou je le mets dans un bus ou dans un avion. Bien évidemment, ça, vous le prévoyez à l'avance. Donc, ces scénarios, je passe beaucoup de temps sur ces scénarios parce qu'ils sont vraiment extrêmement importants et ils nous permettent ensuite de travailler sur la réponse médicale. And if we could move to the next slide, pour détailler ce scénario médical, vous avez probablement entendu parler du Flatten, Fight, Future, les 3 F, alors qui ne marchent pas très bien en français, on a traduit au mieux. Le premier qui est sur donc, aplatir la courbe. Aplatir la courbe, ça correspond à quoi? Ça correspond au constat suivant, qui est de dire mon système de santé a une capacité en réanimation de, si je prends l'exemple de la France, on avait 5000 lits de réanimation de disponibles. Et quand on a commencé justement à faire des modélisations, on s'est dit,
on va probablement, à un moment donné, si on ne fait rien, on va avoir 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 patients qui pourraient aller en réanimation. Et bien évidemment, ça ne fonctionnera pas. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est abaisser cette courbe le plus possible en ralentissant la circulation du virus de manière à ce que ce pic qui pourrait être à 20 000, 30 000 soit ramené progressivement à 10 000, 15 000. Donc c'est ça l'idée de flatten the curve. C'est pas de se dire on va éliminer le virus, absolument pas. On va juste essayer de se débrouiller pour que le pic du nombre de patients puisse rentrer dans notre capacité de traitement. Et donc, dans le même temps, ce qu'on va faire, et c'est là où c'est important pour vous, c'est dans cette phase de préparation, on va vouloir s'assurer que je sois capable d'augmenter mes capacités. Donc, j'aplanis la courbe et j'augmente mes capacités de manière à ce que, idéalement, les deux courbes se rencontrent. Et si je prends l'exemple de la France, parce que là, on commence à avoir une assez bonne vision, effectivement, avec le confinement, on a réussi à baisser la circulation du virus, à baisser l'augmentation des cas, à baisser le nombre de patients qui devaient arriver dans les hôpitaux. Et dans le même temps, on a augmenté la capacité hospitalière, et ça prend un petit peu de temps, typiquement en allant rechercher du staff dans d'autres endroits, y compris dans le secteur privé, en transformant des salles de réveil en salles de réanimation, en transformant du soin intensif en salle de réanimation, en allant chercher des capacités dans le secteur privé, de manière à bien répondre à ça. Mais bon, là, je suis déjà dans la réponse, donc je vais commencer par la préparation. Préparation, premier point, les diagnostics. Et on sait que malheureusement, peu de diagnostics sont disponibles, mais c'est essentiel dans la réponse d'être capable de savoir si le patient qui rentre à l'hôpital est positif ou pas, et donc de pouvoir le trier très rapidement. Est-ce que ce sont des symptômes qui pourraient correspondre, mais qui en fait sont d'autres symptômes respiratoires qui n'ont rien à voir avec le Covid, et donc on peut l'aiguiller autre part. Et puis bien évidemment, ces tests permettent aussi de retracer les patients si on en avait besoin. Donc le deuxième point sur les tests épidémiologiques, ça, on en a parlé. La base de données, c'est extrêmement important pour qu'on comprenne le partage des données qui vont alimenter, tous les éléments autour du modeling, et puis préparer les options thérapeutiques, c'est-à-dire de se dire de quoi je dispose aujourd'hui, quels sont les médicaments que je vais pouvoir utiliser, que ce soit du plus simple sur le paracétamol ou des antiviraux, si j'en ai besoin. Alors, on sait qu'il y a aujourd'hui beaucoup de questions sur l'efficacité des traitements, que ce soit des antiviraux relativement chers et récents, ou des maladies, des antiviraux plus connus et beaucoup moins chers comme la chloroquine ou l'hydroxychloroquine. S'assurer qu'on a les bons stocks, ça c'est un point qui est important. Ensuite, pour répondre à la crise, on a plusieurs éléments. On a le centre de réponse, et je reviendrai tout à l'heure sur la nécessité de créer un centre de réponse au sein d'une structure hospitalière ou d'un réseau d'hôpitaux, pour bien préparer ça avec une vision court terme et une vision long terme, et j'y reviendrai tout à l'heure. Ensuite, la capacité, et c'est probablement, si vous n'êtes pas encore en plein dans la crise, c'est probablement la chose sur laquelle il faut que vous travaillez le plus vite, le point 2 et le point 3. La capacité, ça veut dire quoi? Ça veut dire déployer, en tout cas rendre disponible le plus grand nombre de lits possible, en retardant toutes les interventions non essentielles, remplacement de la hanche, du genou, des choses comme ça, de se dire bon bah ça, une opération de la cataracte, ça pourra se faire plus tard. Reconfigurer l'espace physique de manière à avoir un flux de patients et typiquement se débrouiller pour qu'une aile puisse être uniquement consacrée aux patients Covid, et donc il n'y ait pas d'infection à l'intérieur de l'hôpital. Parce que bien évidemment, vous devrez aussi traiter les autres patients dans le même temps. Vous aurez toujours des accidents, des crises cardiaques, des accouchements, et donc s'assurer que vous êtes capable de gérer les deux avec un bon tri dès le départ. Augmenter le nombre de lits dans les soins intensifs, ça c'est extrêmement important, et bien évidemment avoir le personnel adéquat et les équipements qui sont nécessaires.
Ensuite, on passera dans la phase de combat et dans la phase de préparation du futur. Ce que je vous propose, si we could move to the next slide, je me rends compte que le temps passe vite. Donc, sur les tests, donc on sait que tout ça va prendre du temps. Certains d'entre vous peuvent être dans des pays où il existe des centres de diagnostic qui permettront de faire les choses assez rapidement. Donc ça devrait, si tant est que les tests soient disponibles, il ne devrait pas y avoir de difficultés techniques. Il y a d'autres pays en Afrique qui typiquement où la prévalence HIV est beaucoup moins forte et qui n'ont pas ces capacités de test. Là, ce sera beaucoup plus problématique. We could move to the next slide. Mathieu, je voulais Ouais. juste vous dire, vous inquiétez pas, on a le temps, hein, prenez votre temps. Très bien. Ne vous inquiétez pas. Merci Farah. Donc, je vous ai parlé des modèles épidémiologiques. À nouveau, sur les modèles très classiques, SEIR, sur les susceptibles, exposed, infected ou removed. Important de le faire, qu'un gouvernement puisse le faire au niveau national, mais aussi très important que vous puissiez vous le faire au niveau d'un hôpital. Vous voyez toutes les questions ici. Quelle est la demande attendue à un tel moment? Quelles sont les mesures qui vont permettre de le faire? Combien de patients par jour? Combien de lits est-ce que j'ai disponible? Est-ce que j'ai le personnel pour ça? Est-ce que j'ai les équipements? Je l'ai passé rapidement tout à l'heure, mais bien évidemment, tout le monde se bat pour avoir des masques, pour avoir des blouses, des surblouses, des gants et des respirateurs. Et la crise étant mondiale, malheureusement, ça n'est pas qu'une question de ressources. Ça va être aussi une question de temps pour avoir accès à tous ces éléments. Sur les traitements, if we could move to the next slide. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas d'options thérapeutiques qui permettent de traiter des patients avec des fortes complications. Il y a beaucoup de choses qui sont testées, mais aucune. Alors, les études ont été lancées il y a quelques semaines maintenant, on n'a pas encore de résultats. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, on a beaucoup de candidats et on traite, on est beaucoup dans un repositionnement de médicaments existants. Avec 265 études cliniques le mois dernier. On a probablement dû doubler ou tripler le nombre d'essais cliniques depuis, avec des produits que vous connaissez très bien, que ce soit, comme je le disais, l'hydroxychloroquine ou la chloroquine. Des médicaments anti-grippe, il y a des antibiotiques, il y a des médicaments antirétroviraux, des antiviraux, notamment les interférons, des médicaments contre l'arthrite rhumatoïde, ce qui est assez logique dans la mesure où on parle de la chloroquine. Et donc, on a tout ce cocktail de traitements qui sont utilisés avec, honnêtement, aujourd'hui, encore beaucoup de questions sur leur efficacité, sur les profils de patients. Est-ce que la chloroquine, quand les traitements, est-ce que la chloroquine a une efficacité aujourd'hui? Il y a encore beaucoup de questions. Si elle en a, est-ce que c'est tôt dans la maladie? Est-ce que c'est plutôt tard dans la maladie? Donc, je pense que c'est important de bien comprendre et de bien suivre. On devrait y voir un petit peu plus clair dans les semaines qui viennent. Mais aujourd'hui, soyons honnêtes, on navigue encore tous dans le flou. Et les fake news n'aident pas beaucoup. Je pense que vous avez tous lu cet article sur recommandation, je crois, du président malgache sur l'artémisinine, enfin la tisane d'artémisinine pour lutter contre la maladie. Déjà, pour lutter contre la malaria, ça soulevait quand même beaucoup de questions, mais alors contre le Covid-19, c'est encore plus surprenant. Mais à nouveau, je ne suis pas médecin, donc les hommes de la science nous diront ce qu'il en est dans les semaines qui viennent. Mais soyons clairs, pour l'instant, sur les premiers éléments qu'on a sur l'hydroxychloroquine et sur la chloroquine ne sont pas très encourageants. Et s'il y avait un effet, il serait marginal. If we could move to the next slide. Alors, un point important en termes d'organisation, c'est celle d'une cellule de crise qui vous permette de gérer cette crise.
à nouveau, on est dans une situation extraordinaire et l'organisation des hôpitaux ne sont pas faits pour absorber un aussi grand nombre de patients, surtout au moment où vous avez un arsenal thérapeutique réduit, peut-être une capacité de test réduite et même des équipements réduits. Et donc, il va être extrêmement important d'avoir une équipe pluridisciplinaire qui soit capable d'anticiper, mais aussi de gérer la crise. Alors, anticiper dans le sens planification et gestion dans le sens gestion au quotidien. Et donc, idéalement, il vous faut des profils cliniques et des profils non cliniques. Alors, dans les profils cliniques, ce n'est pas que des médecins, c'est aussi des infirmiers. Ça peut être une infirmière, une anesthésiste, voire une aide-soignante qui va avoir une bonne vision de ce que nécessite l'organisation des soins, non pas les soins, mais l'organisation de l'environnement du patient, qui est assez important. La technologie, la finance, pour des raisons évidentes, la chaîne d'approvisionnement, les opérations, qui permettent, ce que je disais tout à l'heure, de réorganiser l'hôpital, physiquement. Quelle est mon aile dans laquelle je vais mettre mes patients, comment se fait mon circuit des tests, et comment se fait l'approvisionnement de cette aile, est-ce que j'ai les bons stocks de matériel d'équipement de protection, est-ce que j'ai le bon stock de médicaments, notamment est-ce que j'ai le bon stock d'anesthésiants, de choses comme ça. Et puis, organisation du personnel, est-ce que j'ai les bons shifts, et donc est-ce que je suis capable de créer une capacité de pic. If we could move to the next slide. La capacité de pic, c'est vraiment de se dire comment est-ce que dans ce contexte extraordinaire, je reconfigure mon hôpital pour pouvoir accueillir tout le monde. Et donc, comment est-ce que j'organise les différents éléments. Donc, comment est-ce que je m'assure d'abord que je ne garde que dans les soins intensifs, idéalement aujourd'hui, uniquement les services vitaux, les traumatismes, les infarctus, des choses comme ça. Même chose dans mes lits de séjour, et puis dans tout ce qui est soins post-acute, comment est-ce que je m'assure les soins de suite, comment est-ce que je m'assure que je retarde les soins non essentiels, et même chose en ambulatoire. Quand vous avez les premiers cas, et j'imagine que vous êtes déjà dans cette situation, comment est-ce que je transforme mes salles d'opération, mes salles de suite en salles de réanimation si je peux, dans mes départements classiques, comment est-ce que j'augmente l'intensité des lits de manière à faire de la place en réanimation et en soins intensifs. Et comment j'ajoute des respirateurs là où je peux les ajouter. Et ça, si on regarde la slide, the next slide please, ce qu'on peut voir, c'est que un certain nombre d'hôpitaux, là on a un exemple américain, mais on aurait pu l'exemple de la PHP, hein, qui se dit comment est-ce que je passe de ma première capacité et comment j'ajoute des capacités au fur et à mesure. Alors ce qu'on voit bien, c'est que même si je convertis mes lits, mes salles, les unes après les autres, même si je construis un hôpital de campagne, ce qu'on a vu dans certains pays, la réalité, c'est que je sais que quand je vais ajouter tout ça, je n'arriverai jamais à absorber le pic. Et donc, c'est ce qui rend toutes les mesures de confinement extrêmement importantes parce que, comme on le disait tout à l'heure, hein, c'est flatten the curve. Et j'augmente ma capacité et je fais baisser la courbe en parallèle. Une fois que j'ai tous ces lits, il est bien évidemment extrêmement important d'avoir le staff qui va avec ça. If we can move to the next slide. Et donc, pour augmenter ma main-d'œuvre, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? À nouveau, je retarde tous mes soins non essentiels et je m'assure que le staff qui est disponible soit dédié soit à mes urgences non Covid ou à mes urgences Covid, mais certainement pas à des non-urgences. Il faut que je augmente mon ratio personnel par patient. Et mes infirmières, mes aides-soignantes vont probablement suivre beaucoup plus de patients qu'habituellement. Important d'aller rechercher tout le staff que vous pouvez, les personnes qui viennent de partir à la retraite, les étudiants qui sont bientôt diplômés, éventuellement aller chercher du personnel non clinique si vous pouvez.
et faire de la formation. Ça, c'est extrêmement important. C'est important pour ce staff de les aider aussi dans leur sécurité, que ce soit dans leur formation, que ce soit dans leur sécurité physique. On a vu dans beaucoup d'endroits des personnels soignants se faire attaquer en sortie d'hôpital. Et donc parfois de les aider en ouvrant des chambres d'hôtel juste à côté des hôpitaux pour qu'ils n'aient pas à faire la route et prendre les transports en commun tous les jours, ce qui accessoirement aussi évite de la transmission. Un suivi social, un soutien aux familles le cas échéant. Utiliser le digital pour tous ces éléments-là est extrêmement important. Et donc, toutes ces étapes devraient vous permettre d'absorber, enfin de vous préparer et d'absorber la crise de la meilleure façon qu'il soit. If we could move to the next slide, le point qui est important, hein, c'est d'être capable ensuite de suivre les patients et de tester, parce que on sait que il y aura un déconfinement, et le virus circulera à nouveau, et avoir fait tout ça pour vivre des vagues successives ne fait pas beaucoup de sens. Il est indispensable, soit aujourd'hui, comme a pu le faire la Corée du Sud par exemple, ou comme ça a pu être fait dans certains clusters, dans quelques pays européens, mais pas à partir du moment où le virus a beaucoup circulé, mais quand le virus circule peu, ce qui est extrêmement important, c'est être capable de tester, de traquer, de tracer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dès que l'on identifie un patient avec les symptômes, on le teste, mais on trace tous ses contacts de manière en fait à être capable d'éteindre ce feu qui redémarrerait très rapidement. Et donc pour tracer les contacts, alors on peut le faire soit avec des applications, vous avez probablement entendu parler des applications qui existent aujourd'hui en Corée du Sud, qui existent à Singapour ou en Chine, qui permettent de voir avec qui le patient a été en contact au cours des, a priori, plutôt 21 derniers jours, et donc qui permettrait de tester ces personnes et éventuellement de confiner ces personnes si personne avait été testé, et à nouveau on retesterait leurs contacts. Mais ce qui est très important dans ces situations, c'est qu'une fois que les gens ont été testés positifs, de les confiner. Alors là, on a plusieurs stratégies. On peut avoir un confinement à la maison. Et le problème du confinement à la maison, c'est que ça veut dire qu'il peut aussi, cette personne peut infecter d'autres personnes dans le foyer. Donc, il faudrait que aussi les personnes du foyer restent à la maison. Dans le cadre d'un confinement généralisé, ça peut bien fonctionner. Dans le cadre d'un déconfinement, ça ne fonctionne plus. Et donc, il faudrait que cette personne infectée soit plutôt isolée seule, typiquement dans une chambre d'hôpital. Alors là, bien évidemment, ça sort de votre responsabilité de directeur d'hôpital, mais bien évidemment, c'est des choses sur lesquelles il faut prévoir et qu'il faut construire. Et c'est pour moi la clé du succès de la lutte contre Covid, ce sera bien évidemment le vaccin ou l'immunité acquise via l'infection. Mais ce qu'on est en train de voir, c'est que pour l'instant, il y a quand même peu de gens qui ont été infectés. Aujourd'hui, quand on regarde les différents chiffres sur la population française, on pense qu'il y aurait entre 1,5 et 6% maximum de la population qui aurait été infectée, ce qui est bien évidemment trop peu pour avoir une immunité collective. À New York, on parlerait de 20%, et même 20%, c'est trop peu pour une immunité collective. Et pour l'instant, on a encore pas mal de questions sur la notion d'immunité acquise via le virus. Est-ce que les anticorps sont suffisants, enfin, est-ce qu'il y a développement d'anticorps? Est-ce que les anticorps sont suffisamment costauds pour combattre une nouvelle infection? Pour l'instant, on entend des choses assez diverses. Les dernières nouvelles ont l'air plutôt positives, mais à nouveau, tout ça évolue très rapidement. Et donc, sans cette immunité acquise, sans le vaccin et sans les traitements disponibles, le testing, tracking sera extrêmement important. Et une fois que je dis ça, bien évidemment, il faut reconnaître que le faire en Asie du Sud-Est, avec des populations qui sont très habituées à utiliser ces technologies, dans des régimes, vous passerez l'expression, mais des régimes un peu forts, où les gens se posent moins de questions de liberté individuelle, c'est faisable. En Europe, on voit déjà que ça pose beaucoup de questions sur l'acceptation des technologies de traçage, mais on pourrait aussi imaginer que dans des pays dans lesquels on n'ait pas les infrastructures qui permettent de faire et les tests et le traçage, ça posera aussi beaucoup de questions.
Je pense que je vais m'arrêter là. Je regarde juste les dernières slides que l'on avait et peut-être laisser du temps pour des questions ou pour une discussion. Très bien, merci beaucoup Mathieu. Je crois que pour les chefs d'hôpitaux, c'était quelque chose de très intéressant. Alors, je vais commencer à faire des questions, vous poser des questions. Vous avez parlé des formules pour savoir combien de personnel, parce que vous parliez par exemple du SAMU en France. Est-ce que vous avez une formule pour les chefs d'entreprise ou d'hôpitaux, pardon, pour leur aider à voir en fait comment savoir combien de personnes prendre, combien de personnel ou combien de lits? Donc, je sais que vous avez travaillé sur des scénarios. Y a-t-il une petite formule qu'on peut partager avec eux? Alors, ce n'est pas une petite formule, malheureusement. Oui. C'est une formule plutôt complexe. En fait, ce qu'on a commencé à faire, c'est qu'on a travaillé d'abord sur, un peu comme l'Imperial College qui a travaillé, tout le monde a vu les modélisations de l'Imperial College. On a commencé à travailler sur un modèle SEIR en Australie, qu'on a ensuite utilisé à Singapour, qu'on a après importé en France. Et en fait, et maintenant qu'on doit utiliser dans une quarantaine de pays. Et en fait, à chaque fois, on a enrichi le modèle à nouveau au niveau national et au niveau local parce que la réalité des infrastructures locales sont quand même très, très différentes. Et j'ai même envie de dire des politiques, l'organisation du système de santé. Mais en général, en quelques jours, on est capable de l'adapter aux besoins. On l'a fait au Maroc quand je dis quelques jours, c'est vraiment 3 jours. C'est-à-dire qu'on a nos data scientists qui viennent, qui comprennent les chiffres dont on dispose, la structure du système de santé, et ensuite on adapte. On le fait pour des entreprises aussi. On l'a fait récemment pour une grande entreprise d'automobile qui voulait redémarrer ses usines et qui se disait bon, bah, quelles mesures est-ce que je mets en place entre le fait de faire tourner mon usine avec une équipe A, une équipe B, avec éventuellement une équipe de nettoyage qui passe entre deux, versus je ne fais tourner qu'une moitié de mon usine, puis l'autre moitié de mon usine. Enfin, plein de choses comme ça où on peut modéliser et de se dire, bon, bah, sur la base de ce que l'on connaît, à quoi va ressembler le R0, sur la base de ce que je sais de mes patients. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des modèles qui sont des modèles apprenants. Dans le sens où on réutilise systématiquement toutes les datas et on enrichit le modèle. Et donc le modèle au début donne des choses qui directionnellement sont intéressantes. Au bout de 2-3 jours, il commence à donner des choses qui sont vraiment assez fines. Et c'est pour ça que ce que je disais tout à l'heure, quand Martin Hirsch disait au tout début de la crise, on était capable de prévoir à 3 jours. En fait, assez rapidement, on pouvait prévoir à 3 jours, puis à 4 jours, puis à 5 jours, puis à 10 jours. Au-delà de 10 jours, honnêtement, on n'a pas pu prévoir pour l'hôpital, mais c'était assez intéressant. Donc, je suis désolé, c'est une longue réponse, mais malheureusement, la formule est très complexe. Bien sûr, non, c'est normal. Une autre question. Au niveau des tests, l'Afrique n'a pas assez de tests. Comment pouvons-nous aplatir la courbe sans avoir assez de tests? Alors, on peut aplatir la courbe. Alors, je vous parle d'un exemple que je connais bien, mais qui est l'exemple de la France. La France a très peu de tests, puisqu'en fait, la France avait pris la politique de faire peu de tests et en fait de se dire on ne testera que les patients avec des symptômes aigus. Et donc, la capacité de test de la France était extrêmement faible. Et donc, c'est pour ça qu'on a eu un confinement généralisé assez, pas très dur, mais assez dur très tôt, de manière à éviter la circulation du virus. Et là maintenant, on est en train de se doter de capacités de test. Je crois qu'on était à moins de 10 000 tests par semaine. On doit être à 165 000 tests par semaine. Et l'objectif, c'est d'être à 700 000 tests par semaine au moment de la sortie du confinement le 11 mai. Donc le confinement est aussi une réponse à l'absence de tests parce que dans le confinement, les gens ne circulent pas, donc le virus ne circule pas. Et ça me donne le temps d'acquérir des tests et d'acquérir l'infrastructure pour les tests. Ce qui est intéressant dans les tests, c'est qu'il y a vraiment deux choses. Il y a est-ce que j'ai l'infrastructure pour faire les tests et est-ce que j'ai les kits de test. Si on prend l'exemple de l'Allemagne, par exemple, ils ont une très belle infrastructure en test. Ils avaient peu de kits, ils les ont achetés, ce qui était assez rapide. Le
problème de la France, c'est qu'il y avait peu d'infrastructures de tests et peu de kits de tests, donc on doit travailler sur les deux. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays d'Afrique, dans la mesure où les tests HIV, tuberculose sont quand même monnaie courante, on a une structure de test qui est plutôt bonne par rapport à la qualité du système de santé. Maintenant, il faut les kits de test. Donc là, on est sur Oui, la alors supply chain classique. ouais. Je sais que CDC a envoyé, je crois, 1 million de tests et ensuite, il y a encore 10 millions de tests qui vont venir dans les prochaines semaines à venir, mais ça peut être entre 4 semaines et puis 20 semaines, à ce qu'on m'a dit. Donc, Ouais. une autre question. Alors, un problème qui revient constamment, c'est qui paye en fait les coûts des traitements, contrairement au Royaume-Uni avec NHS. Beaucoup d'hôpitaux privés en Afrique doivent facturer les patients. Et du coup, les patients sont réticents à se préparer également parce que c'est lourd au niveau du prix. Qu'en pensez-vous? Ouais. Alors, je pense que on va assister, que ce soit, parce que même sur l'exemple du UK et de la NHS ou des assureurs privés aux États-Unis, la réalité c'est aucun système ne sera épargné. Si vous prenez l'exemple de la NHS ou de la France, vous allez avoir une augmentation des dépenses liées au nombre de patients qui sont en réanimation, parce qu'à la limite, ce n'est pas les traitements qui coûtent cher, c'est beaucoup plus l'intervention et le fait de garder un patient avec 2, 3, 4 personnes autour de lui pendant 5 à 10 jours. C'est ce coût-là qui est beaucoup plus important, parce que de toute façon, les traitements aujourd'hui, on n'en a pas beaucoup. Et donc, on va assister à un surcoût de traitement de ces patients. Tous les traitements, toutes les interventions qu'on a décalées dans le temps, eh bien, il faudra que les patients, et aujourd'hui la crainte c'est des patients hypertendus, des patients diabétiques qui ne sont pas bien suivis, des patients asthmatiques qui ne sont pas bien suivis, on assistera probablement à des complications et donc à des gens qui vont coûter cher, alors un peu plus tard, mais qui vont à nouveau coûter cher. Donc les dépenses de santé globalement vont exploser. Alors, dans un système français ou anglais, on va creuser le déficit de la sécurité sociale, surtout à un moment où les gens ne travaillent pas et donc cotisent moins, et donc il y a moins de rentrée d'argent. Dans le système américain, ce sera la même chose, c'est-à-dire que vous avez des assurances qui vont voir les coûts des assurances exploser, vont être tentés d'augmenter les primes d'assurance, mais ça ne se fera que l'année prochaine. Et puis, comme vous l'avez suivi aujourd'hui, avec 22 ou 25 millions de chômeurs aux États-Unis, ben, c'est des gens qui n'ont plus de couverture sociale. Et donc, quand on est dans du out of pocket en Afrique, on va avoir, que ce soit les patients, mais j'ai envie de dire même les personnes qui sont assurées, on aura besoin de la part des gouvernements et ou des institutions internationales d'un plan de sauvetage sanitaire, parce que personne aujourd'hui, à nouveau, même les assureurs privés, je veux dire, ni les petits assureurs privés, ni les grands assureurs privés américains, ni la NHS, ni la sécurité sociale ne vont être capables d'absorber un surcoût aussi important au moment où les rentrées d'argent baissent. Ouais, Et donc le en coût du effet. médicament est en réalité alors à court terme, je comprends que ce soit très important pour les patients, mais c'est vrai qu'on pourrait imaginer, comme certains gouvernements l'ont fait, en se disant les accouchements sont gratuits dans n'importe quel hôpital public, on pourrait imaginer, on pourrait avoir un appel pour que les patients Covid soient traités gratuitement. Alors le gratuitement, c'est toujours un mot qui me fait rire, parce que le gratuitement, ça n'existe pas, il y a toujours quelqu'un qui paye à la fin. Mais par contre, ça n'est pas directement le patient, et donc ça ne freine pas et ça n'empêche pas les patients d'aller à l'hôpital en se disant je ne pourrais pas payer. De toute façon, enfin, à nouveau, pour avoir vu des patients en détresse respiratoire, je pense que quand on a des patients qui sont atteints de Covid-19 avec des complications, je pense que les gens se posent peu la question de savoir si le coût du traitement, il n'y a pas de question qui se pose. Hein. Non, par exemple, en Afrique ou certains pays, les gens, même, là, on parle même pas du coût du traitement, je parle même du coût du test, en fait, parce que même Ouais, les tests ne sont pas ne sont pris en pas gratuits, charge ouais. par le Absolument. gouvernement. Ouais. Ouais. Donc, les gens ne veulent pas se faire tester parce qu'ils préfèrent ne pas se faire tester parce qu'ils n'ont pas les moyens Ouais. de se faire tester.
Je passe à Alors, une autre question. là-dessus, excusez-moi Farah, mais il y a, Oui. alors c'est sûr qu'aujourd'hui, alors je ne sais pas si c'est encore sorti ou si ça va sortir, mais il y a un appel des grandes institutions, Nations Unies, OMS, Fonds mondial, etc., Mhm. Gavi, sur la mise en place de COVAXES. Et alors, je ne veux pas dire que c'est le Fonds mondial de Covid, enfin, sur l'idée de est-ce qu'on peut coordonner tous les fonds, est-ce qu'on peut coordonner toutes les actions, est-ce qu'on peut coordonner la supply chain de manière à ce que toutes ces problématiques qui sont très compliquées à résoudre à un niveau local puissent être adressées d'un point de vue global. Et on pourrait imaginer de se dire que la Banque mondiale, les Nations unies, l'OMS, la Fondation Gates, le Global Fund débloquent des fonds pour que le coût des tests ne soit plus une barrière. Alors tout ça mettra du temps à se mettre en place, hein, mais Oui. la réponse est probablement là. Oui, mais c'est quelque chose, je crois que surtout dans les pays africains, c'est quelque chose qu'on va vraiment avoir besoin Ouais. euh, pour essayer d'aider au niveau des tests. Une autre question que je viens de recevoir. Certains pays africains envisagent de n'avoir que des hôpitaux qualifiés pour traiter les patients. Le reste devra orienter les patients vers des hôpitaux qualifiés. Cela fonctionnerait-il mieux en Afrique? Êtes-vous préoccupé par cette approche? Alors, je pense que c'est une. Alors, tout dépend ce qu'on appelle les patients. C'est-à-dire que si en fait, moi, je distinguerais les centres de test. euh, et les centres de test peuvent ressembler à beaucoup de choses, hein. Ça peut être les tests dans une station-service, sur le bord de l'autoroute, à la sortie du travail, à la sortie de l'école, etc. Parce que, de nouveau, il faut se souvenir que 85% des patients ont des symptômes soit inexistants, soit extrêmement faibles du type grippe, ne Oui. nécessitant aucune hospitalisation et donc doivent juste rentrer chez eux. Et donc, c'est vrai que c'est important qu'au moment du triage, les personnes qui pourraient être angoissées, parce que ça, du coup, maintenant, c'est ce qu'on observe, c'est-à-dire que les gens qui avant se seraient dit j'ai une grippe, je reste à la maison, c'est normal, c'est une grippe, aujourd'hui, ils se disent oulala, là là, mais c'est peut-être le Covid, donc je vais à l'hôpital. Si on peut éviter d'engorger les urgences de l'hôpital, d'où d'ailleurs l'intérêt du test à ce moment-là, pour envoyer les patients chez eux. Maintenant, quand on a les patients qui ont les complications, et quand on a ce que l'on entend et que l'on voit des patients qui se noient, peut-être tant leurs poumons sont pris, il est certain qu'il y a peu de centres hospitaliers qui sont capables de traiter ce type de patients. Aujourd'hui, dans les pays comme la France, l'Angleterre, etc., on n'est pas traité dans une petite clinique, on est traité dans un centre hospitalier dans lequel on a des lits de réanimation, dans lequel on a des anesthésistes, dans lequel on a tous les professionnels qui sont là. Et donc, je pense que oui, par la force des choses, on aura des centres. Et donc, j'imagine en Afrique, la plupart du temps, ce seront les hôpitaux de référence qui seront capables de faire ça. Hmm. Avec la Mathieu, j'ai encore. problématique ensuite, excuse-moi de vous interrompre, qui serait de dire que si j'ai un patient qui est à 50, 60, 80 km d'un hôpital de référence, qu'est-ce que je fais et comment est-ce que je le traite dans le centre de santé communautaire ou dans l'hôpital de secteur? Ça, c'est une vraie problématique. Ouais. Mathieu, j'ai encore quelques petites questions. Si vous avez quelques minutes pour Bien continuer. sûr. Oui. Alors, qu'appelez-vous symptômes aigus? Ici en Afrique du Sud, le NICD et les laboratoires privés testent tout patient présentant au moins un des signes épidémiologiques selon les critères de l'OMS. D'accord. Alors, en fait, en l'occurrence, quand j'ai dit symptômes aigus, je voulais dire complications. Et c'est vrai qu'il faudrait distinguer les patients asymptomatiques des patients avec symptômes versus des patients avec Mhm. complications. Je pense que ma langue a fourché. Symptômes aigus et pas. C'est plus les complications qui vont nous intéresser. Ouais. D'accord. Une autre question, c'est combien coûte un test et pensez-vous au test PCR ou TDR? Alors, je n'ai aucune idée des coûts des tests. J'ai aucune idée des coûts des tests
aujourd'hui. Et surtout, la vraie question, c'est quels vont être les coûts des tests demain. Et même chose, ça va être, c'est toujours la problématique des coûts des tests rendus. Donc j'ai malheureusement, et en l'occurrence, je parlais des 2 types de tests, et ensuite on parlera des tests sérologiques. Non, j'ai pas la réponse à cette question. D'accord. Et au niveau des 2 tests, il y en a un que vous préférez à l'autre? Un test PCR ou TDR? Non, je dois avouer que j'ai pas la réponse à ça. J'ai envie de dire, la vraie question, c'est D'accord. est-ce qu'on Et a au des niveau tests fiables ou pas? des tests d'anticorps, hein, Oui. c'est quelque chose, bien sûr, qu'on va recommander. Mais vous savez combien de temps avant qu'ils puissent sortir, même en Afrique? Alors, pour l'instant, même en Europe, on parle de mois probablement. Avec une fiabilité suffisamment importante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable de faire ces tests sérologiques pour détecter les anticorps de manière fiable, mais à un coût extrêmement élevé dans des laboratoires de recherche. Il y a beaucoup de tests en développement. On a vu des tests sérologiques relativement peu chers et accessibles, mais avec 30% d'efficacité. Et donc, bien évidemment, ça ne sert pas à grand-chose. Et donc, tout ça est en train d'être qualifié. Il y a beaucoup de bruit autour de ça. Je pense que ma compréhension, c'est qu'avant qu'on ait des tests qualifiés peu chers, enfin peu chers, c'est-à-dire qui ne nécessitent pas un laboratoire de recherche pour les faire, il va se passer quelques mois avant qu'ils soient disponibles en quantité suffisante dans des conditions de marché pour qu'ils soient en Afrique. Je pense qu'il va se passer beaucoup de temps. Maintenant, ce que j'espère, c'est que dans la mise en place, notamment de Covaxess, l'OMS décide de faire un stockpile, un stock d'urgence, qu'elle puisse ensuite allouer aux pays indépendamment de leur capacité à acheter. Parce que c'est vrai, aujourd'hui, ce qu'on voit typiquement sur les masques, c'est le plus offrant qui peut acheter le plus de masques. Vous avez probablement entendu parler des foires d'empoigne sur les aéroports en Chine, où des gens achètent cash des cargaisons qui sont prévues pour la France, la Suède, etc. Des gens arrivent avec des valises de cash pour que l'avion parte à un autre endroit. L'OMS veut absolument éviter ça et veut pouvoir faire un stock d'urgence qu'elle décidera d'allouer ensuite, un peu comme Gavi le fait. Gavi, avec les vaccins aujourd'hui, ne donne pas les vaccins aux plus offrants, mais établit les endroits où les vaccins sont les plus nécessaires et surtout pourront être utilisés. Le pire qui puisse nous arriver maintenant, c'est d'envoyer des tests dans des endroits où ils ne peuvent pas être utilisés. Ouais. Alors, je vais prendre une dernière question, parce qu'on est déjà à 18 heures. Quel algorithme peut-on proposer pour combiner les TDR et la PCR? Alors là, ça va bien au-delà de mes connaissances en diagnostic. Je serais ravi de poser la question à mes collègues qui sont spécialistes du sujet, mais je ne pourrais pas vous y répondre. Je suis désolé. Très bien. Bah, écoutez, on va essayer de trouver la réponse et docteur Lucien, on vous enverra la réponse. Très bien. En tout cas, Mathieu, je voulais vous remercier pour votre session aujourd'hui. Je sais que je l'ai trouvée très intéressante, mais je suis sûre que tous les participants ont pensé exactement à la même chose. La session a été enregistrée et sera postée sur le site web. Elle sera également postée sur la chaîne AHF de YouTube. Et juste pour vous dire que pour les prochains webinaires, il faudra s'inscrire d'avance avec une adresse email pour pouvoir y accéder. Je remercie à nouveau les participants, l'équipe AHF et bien sûr Mathieu ici pour votre participation aujourd'hui à ce webinaire. Mathieu, quelque chose d'autre, un petit mot de départ pour les Non, écoutez, participants? merci à tous. J'étais ravi de pouvoir faire cet exercice en français. Habituellement, je le fais en anglais, donc c'est toujours très Oui, agréable de pouvoir le faire en français. Et surtout, n'hésitez pas à revenir vers nous via Farah si vous aviez d'autres questions. On sera ravi de vous aider dans la mesure de nos moyens. très bien. Merci beaucoup, Mathieu. Merci encore les participants. Et puis, merci et bonne soirée. Au revoir. Merci à tous. Merci, au revoir.